time! All rise for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, j'espère que vous allez bien, ménagez-vous, buvez de l'eau, restez à l'ombre et écoutez MMA Club, c'est le meilleur moyen de passer une bonne journée, ça c'est garanti. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 277. Avec plusieurs questions, comme par exemple, est-ce que l'UFC 277 est si éclaté que ça? Est-ce que cette main card est si ennuyeuse que ça? Est-ce que Amanda Nunes n'a vraiment plus d'intérêt à vos yeux? Est-ce qu'une défaite et ce n'est plus la GOAT? Si vous ne savez pas, j'espère qu'après ce podcast, vous saurez. C'est parti. Je suis obligé de commencer ce podcast en vous disant que sur ascarifighter.com, vous aurez 20% de réduction sur les fringues, l'équipement pour combattre et s'entraîner, le sportwear avec le code MMA Club 20, tout attaché. Voilà. Ensuite, abonnez-vous, likez, pouce en l'air. Le soutien, c'est très important, ça me fait très plaisir. Maintenant, je peux commencer ce podcast sur UFC 277. Donc voilà, on vient d'avoir UFC London. Donc l'événement, il n'était pas parfait, mais quand même, il y avait quelques bons combats, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu aussi des annonces pour UFC Paris. Il y a eu Benoît Saint-Denis, Taylor Lapillus. Maintenant, on n'attend plus que Abdouragimov, mais on va voir. Voilà, il y a eu une avalanche de combats type main event pour UFC 280. Il y a eu Chimaev contre Nate Diaz en 5 rounds en main event à l'UFC 279. Donc c'est un petit peu avec la gueule de bois qu'on vient tous de se réveiller de toutes ces annonces, de tous ces événements. Et on réalise que ce week-end, il y a un pay-per-view qui pointe le bout de son nez. Et ce pay-per-view, c'est UFC 277, Nunes contre Peña. Donc voilà, c'est un main event qui a du sens au vu du TUF actuel. Vous savez que c'est le TUF, c'est la télé-réalité que l'UFC organise pour faire émerger des combattants à travers deux équipes. Donc cette année, il y a Nunes qui a affronté Peña. Et pour être honnête, moi, j'ai pas regardé. Vraiment, j'ai pas du tout regardé. Apparemment, j'ai bien fait en plus, donc c'était pas top. Donc voilà, c'est un UFC qui a aussi 2 combats poids mouche sur la main carte, 2 combats du top 5. Donc peut-être que dans 2 combats de poids mouche, ben, il y en a un de trop. Un combat féminin comme main event avec des interrogations dans l'air. Il y a quelque chose de bizarre sur ce qui s'est passé au premier combat. Ça n'aide peut-être pas non plus. Un combat de poids lourd qui peut soit tout exploser, soit nous endormir parce que les deux peuvent se regarder en se disant putain lui il conforme et lui aussi. Ça peut être vraiment un combat très attractif mais aussi très ennuyeux. Et il y a Ankalaev contre Smith qui aurait plutôt matché comme main event sur une Fight Night. Ça aurait très bien marché. Donc de toute évidence, la hype, elle est au minimum. Pourtant, sur toute la main carte, il y a seulement Pavlovich qui est hors du top 10. Tous les autres, ils sont top 5, top 8, top 2, top 1. Donc moi, je vais tenter de vous aider à porter un intérêt à cette carte. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné, si j'ai bien fait mon boulot, si je suis votre héros et que je sauve votre week-end ou si je suis un bidon. Comme premier combat, nous avons Anthony Smith contre Magomed Ankalaev. Pour l'instant, on est d'accord, ça tient la route. C'est une belle ouverture de carte. C'est même très intriguant. On a Anthony Smith qui a fini Mauricio Rua et Gustafsson. Il est sur 3 finishes au premier round. Le mec, il a 36 victoires et il a seulement 2 décisions. Donc, c'est très intéressant. Sur ses 16 défaites, il y a seulement 3 décisions. Donc, c'est un combattant qui est très actif, très généreux, très intelligent. Il est bourré d'orgueil. Donc, il porte bien son surnom Cœur de Lion. Et en face de lui, on a Ankalaev qui est à 16 victoires. Et dans ces 16 victoires, il y a 8 finishes avec une seule défaite. C'était une soumission de Paul Craig en 2018. À noter qu'en amateur, il est aussi à 14 victoires et une seule défaite depuis. Donc, c'est un run de 8 victoires.
dont les 3 derniers, c'est Thiago Santos, Nikita Krylov et Volkan Ozdemir. Donc 3 beaux clients. Les 3 sont sur des dynamiques différentes, mais les 3 font l'actualité. On risque d'avoir des beaux échanges. C'est possible qu'il y ait des amenés au sol, des belles phases de lutte. Les deux ont la capacité à gérer dans tous les domaines. Donc, si on regarde les statistiques, on a Ankalaev qui encaisse moins. Il encaisse quasiment 2 fois moins. Il take down un peu plus. Jamais pour soumettre. Voilà, ça à noter. Tandis que Smith soumet un adversaire toutes les 15 à 20 minutes. Voilà, donc ils ont des profils qui sont plus ou moins similaires tout en étant très différents. Selon comment ça peut... par exemple, si les deux vont au sol, les deux vont au sol, mais les deux ne vont pas au sol pour le même travail. Voilà, pardon, je me suis mal exprimé. Donc voilà, ce combat, il a largement sa place pour un main event de Fight Night, par exemple, et il a largement sa place en ouverture de carte d'un pay-per-view. Le Russe est archi favori, mais je me méfie quand même des cotes parce que Smith est un match-up qui est piège. Selon sa dynamique, le combat peut être très différent. Donc là, il est sur une bonne dynamique, donc il faut quand même faire attention. Néanmoins, mon prono, je pense que Ankalaev, il est mûr à point pour gagner ce combat à la décision. Par contre, je ne serais pas surpris si Anthony Smith gagnait par soumission. C'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Ensuite, on passe à Pantoja contre Perez. Bon, là pour moi, c'est un peu compliqué à défendre. J'avoue que tout n'est pas défendable sur cette carte. Sans être un combat inintéressant, c'est pas forcément le combat le plus attractif qu'on aurait voulu voir sur une main carte numérotée. Si vous n'aimez pas trop les poids mouches, en plus, ça aide pas. Donc on a Pantoja qui sort de 2 victoires en 2021, notamment une contre Manel Capé. Et on a Perez qui sort d'une défaite contre Figueiredo en 2020. Il n'a pas recombattu depuis, donc moi je trouve que ça fait un peu léger pour être balancé sur une main carte. Mais on a le 6e contre le 4e. C'est quand même légitime. Moi j'aurais préféré ce combat en co-main event d'un Fight Night par exemple. Voilà, ça serait passé crème. Là c'est un peu léger. Voilà, c'est un combat qui peut être très dynamique. On a deux athlètes qui n'ont pas forcément une grande aura chez nous, en Europe. Surtout qu'en ce moment, on peut dire ce qu'on veut, mais on est focus sur nous-mêmes. On a Londres, on a Paris, on a des cartes qui se déroulent à New York avec des heures plus ou moins francophones. Et on va pas se mentir, se lever à 4h du matin pour ce combat, je suis d'accord avec vous, c'est un peu mitigé. Voilà. On a d'ailleurs le KSW en ce moment qui nous ambiance bien. D'ailleurs, dédicace à Oumar Sy qui a gagné son dernier combat. Force à lui, c'est super. Voilà, pour revenir sur le combat, l'ouverture de carte tient quand même la route. Ce combat, ce sera l'occasion d'aller faire un petit thé, d'aller manger un petit bout. Moi, je vais regarder ça en mode popcorn tranquille, parce que pour ma part, c'est le combat que j'attends le moins sur cette carte. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement inintéressant, mais c'est vrai que j'attends pas grand-chose. Ce que j'en tire de positif quand même, c'est que tout peut arriver. On n'a pas un scénario avec une grande évidence. Je trouve que ça fait du bien d'avoir un match... où on se pose, où on se dit, je vais regarder ça comme au cinéma, tout peut arriver, c'est cool, c'est un beau spectacle entre deux mecs qui ont la dalle. Donc, gloire au vainqueur, qui cochera son premier vert en 2022, sa première victoire, et malheur aux perdants, pour qui nous n'en aurons de toute façon pas grand-chose à faire. Ensuite, c'est sûrement un combat poids lourd les plus sous-cotés. En termes d'action fight, je ne m'attends à rien. En termes d'enjeu, le vainqueur remise gros sur la table du top 5. C'est simple. Derrick Lewis contre Sergey Pavlovich, le 5e contre le 11e. Ça veut dire qu'en cas de défaite, Lewis il aura perdu 2 fois de suite contre 2 membres qui sont hors du top 10. Et il serait donc sur un bilan de 1-4 en 5 combats. Ça ferait vraiment pas terrible. En cas de victoire, il reste Gatekeeper et vous pouvez vous foutre de ma gueule puisque j'ai dit que Pavlovich pouvait tenir tête à Cyril Gane, Curtis Blade, Stipe Miocic. Voilà, là je m'enfoncerai un petit peu si Pavlovich perdait ce combat. Mais franchement, je suis sur du 90-10. Je pense que Pavlovich va dévisser le crâne de monsieur Derrick Lewis ou au moins avoir une décision convaincante. Voilà. Donc Derrick Lewis, avant d'affronter Gane, il était quasiment imprenable au Texas. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, j'étais allé chercher des stats de Lewis à domicile. C'était effrayant. On était proche du 100% de victoire au Texas. Et je crois que sa dernière défaite, ou un vieux truc, ça remontait à des années, au début de sa carrière. Donc depuis, ça s'est cassé la gueule. Et psychologiquement, il l'a dit lui-même, il n'aime pas combattre à domicile.
Et bizarrement, il combat systématiquement à domicile. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Derrick Lewis, il est là pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'UFC. Mais sportivement, ils ont compris qu'ils n'avaient quasiment, je dis bien quasiment, plus rien à apporter dans le top niveau. Donc, ils se sont dit, s'il n'aime pas combattre sur la Lune, eh ben, on va l'emmener combattre sur la Lune. Voilà, il enchaîne les prospects du top 10, les Tuivasa, les Daukos et là, Pavlovich qui est aux portes du top 10, c'est pour lui. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour Derrick Lewis. On voit bien qu'on lui met des match-ups de merde. On voit bien qu'on lui fait plus confiance. Donc voilà, il en est là. Concernant Pavlovich, il a battu violemment Abdurakimov, round 1 lors de son dernier combat. Écoutez bien, le Russe, il est sur 12 victoires au premier round, sur 15 victoires. 12 victoires au premier round. Il est sur une seule défaite, c'était lors de son premier combat à l'UFC, et en plus on lui a donné Oberim. Donc merci du cadeau. Monsieur Pavlovich, depuis cette défaite, c'est 3 victoires, et la dernière en date, elle a vraiment marqué les esprits. Donc en termes de statistiques, Sergei arrive beaucoup plus léger et avec une meilleure allonge que Lewis. En termes de finish, les deux affichent exactement 80% de KO TKO. Pavlovich combat en moyenne moins de 3 minutes contre plus de 9 minutes pour l'américain. Et le russe colle pas moins de 3,8 knockdown toutes les 15 minutes. Lewis en est à 0,5. Donc on va aller chercher dans les frappes signifiantes pour voir ce que Lewis peut proposer à ce niveau-là. Il est à plus de 2 frappes signifiantes par minute alors que Pavlovich en est à plus de 6. C'est des stats qui font très peur pour qui les comprend. Donc en gros, on est à peu près certain d'avoir un KO sur une offensive de Pavlovich ou un KO sur un contre de Derrick Lewis. Franchement, le pire scénario serait... Pardon. Oh, j'ai honte. Excusez-moi. Le pire scénario, ce serait que les deux se regardent pendant 3 rounds et qu'on ait rien à proposer. C'est arrivé, hein. C'est arrivé. Je crois que c'est Derrick Lewis qui avait fait un... Contre qui qu'il avait fait ça? Contre Ngannou? C'était Blade ou Lewis, le Ngannou on s'était fait chier pendant 3 rounds ou 5 rounds. Bon bref. Moi ça m'étonnerait pas. Lewis il est du genre attentiste donc ça peut durer très longtemps. Si on l'attaque pas, il est possible qu'il n'attaque pas. Donc voilà, on est à peu près... Concrètement, par rapport au stade que j'ai donné, on est à peu près certain de ne pas avoir le 3e round. Maintenant, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est un combat qui peut faire shit. On peut se regarder voilà, pendant 3 rounds et s'ennuyer. Donc voilà, moi je pense pas. Hein. Lewis, il a quand même laissé des marques à Tuivasa. On a vu que malgré la défaite, il en voulait. On a vu qu'il a cherché à finir Daukos dès que possible. Donc même s'il a pas trop digéré les derniers KO, il a un petit peu changé son game plan. Il est peut-être un petit peu plus offensif. Il a des phases en tout cas où il est un peu plus offensif. Par contre, Pavlovich, voilà, c'est une enclume. Hein. Ses points, c'est des enclumes. Je pense que c'est le même moule que Tai Tuivasa en plus rapide. Donc moi, j'ai vraiment peur d'un gros chaos ce soir. En tout cas, ne venez pas me dire que ce combat ne sent pas la poudre et que je ne vous ai pas prévenu. Le pronostic. Alors, pour le pronostic, pour moi, Pavlovich, c'est un peu comme Tuivasa. C'est un peu un chouchou. Voilà. J'ai envie de le voir dans le top 5 très rapidement. Il a perdu presque 3 ans pendant le Covid et il a plus le temps. Vraiment, il a plus le temps. Pour moi, c'est son run vers le titre. Il va vraiment call out du lourd s'il gagne. Donc, je le vois bien demander Volkov ou Curtis Blades. On en reparle. Ça va soit me charrier, soit valider fort mon instinct de pronostiqueur. Le co-main event of the evening. On a Brandon Moreno contre Kai Kara France. Moreno, il est numéro 1 et Kai Kara France, il est numéro 2. Donc c'est un combat pour une ceinture intérimaire. En attendant le champion, c'est allé très très vite pour France. Il a fumé Bantorin hors classement. Il a fumé Garbrandt, sortait du classement et il a enchaîné avec un énorme test. Askar Askarov, top 3. Il l'a battu. Donc normal qu'il ait sa revanche contre le numéro 1, Signore Moreno. Moreno qui sort d'une trilogie énergivore contre Figueiredo. Il se tape la pile ambulante du top 5, Kai Kara France, donc il a très peu de répit. Mais au moins, on peut dire qu'il aura enchaîné 4 combats pour une ceinture. C'est un truc de fou. Voilà, donc on risque d'avoir la chance d'un remake du premier combat, sauf que ce n'est ni un combat préliminaire comme c'était le cas, ni un combat en 3 rounds,
comme c'était le cas. Là, on a des inconnus, on va dire. On a une énergie qui est différente. C'est un 5 rounds. J'ai vérifié aussi loin qu'il est combattu. Kai Kara France n'a jamais combattu en 5 rounds, encore moins en 4 rounds. Il a été 14 fois à la décision après 3 rounds. Donc ça, on y reviendra. Kai Kara semble avoir travaillé son volume corporel, son mental, presque proche du mental champion. Il a l'air prêt cette fois à pas laisser passer sa chance. On le sent très concentré. Il a un bras arrière phénoménal. De son côté, Moreno a vraiment affûté ses caractéristiques face au champion. Combat après combat, il a vraiment affûté son style. C'est une trilogie hors du commun qui laisse forcément beaucoup de positifs. Parce que si vous avez travaillé tellement dur pour affronter le meilleur, que maintenant tout est juste une répétition normale des choses. Donc je ne sais pas trop quoi penser de l'issue de ce combat. Moi j'imagine tellement la même chose qu'au premier combat, mais en plus dur, que j'ai pas beaucoup d'inspiration au niveau tactique. J'ai cette sensation que l'un et l'autre ont avancé, ils ont évolué, ils ont peaufiné leur game. Donc voilà, je vois Moreno en avance au vu de sa trilogie niveau champion. Maintenant, Kai Kara a vraiment montré des belles choses et j'avoue que je suis très intrigué de voir ce combat. C'est un combat qui mérite son 4 heures du mat. Donc voilà, en termes de statistiques, on a France qui gagne 50% de ses combats par KO, TKO. On a Moreno qui soumet 50% de ses adversaires. Il combat en moyenne plus de 12 minutes, ce qui laisse penser que ça ira au bout ou a priori au moins jusqu'au 3e round. La grosse différence ne se trouve pas en striking, ni en défense de striking, ni en pourcentage de frappes signifiantes, mais en takedown tenté et en takedown réussi. On a Moreno qui tente presque 2 takedowns par combat et qui en réussit 1. On a Kai Kara France qui en passe 0,5, donc c'est très insignifiant. Par contre, il a une défense de 85% de takedown. Donc, c'est très intéressant à mettre sur la table. Ce sont des grosses stats, plus importantes qu'elles n'y paraissent. Et côté pronostic, tout simplement, je vois Brandon Moreno à la décision. Voilà. Je vois un stop pour Kai Kara France. Je pense que c'est un peu trop tôt pour cette fois. En main event, on a, mesdames, Amanda Nunes, la numéro 1 contre Juliana Peña, la championne actuelle. Je ne sais pas si on dit Juliana ou Juliana. Voilà, moi j'ai quelques questions. Est-ce que Amanda Nunes va tirer du positif de ces changements d'équipe ? Est-ce qu'on s'attend pas trop à ce que ce fût un upset de Juliana Peña alors que si ça se trouve, elle est légitime ? Est-ce que Nunes est suffisamment remis en cause ? C'est remis suffisamment en cause pour établir un game plan intelligent et adapté ? Et pourquoi Juliana Peña n'aurait pas progressé et acquis la mentalité champion qui fait toute la différence une fois qu'on a touché à cette ceinture ? C'est vrai, il y a des combattants qui, avant leur combat pour le titre, étaient un peu bancals. Le jour du combat pour le titre, ils avaient cette aura, il y a quelque chose, et on s'est dit, ça passera pas 2 fois. Et au final, ils sont toujours là. Et je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé pour Israel Adesanya. Par exemple, il combattait... J'ai son visage en tête, mais j'ai pas son nom. Le mec de San José. Celui que devait affronter Nassourdine Imavov. Oh, le trou. Ça va revenir, je suis désolé. Bref. Je suis paumé là. Et Kelvin Gastelum. Voilà, pardon, je suis allé chercher sur mon téléphone parce que j'avais un vrai trou, je sais pas pourquoi. Je me rappelais qu'il venait de San José, j'avais son visage en tête, je me rappelle qu'il loupe ses cuttings, je me rappelle de plein de trucs, qu'il s'était blessé, fait opérer, mais j'avais oublié son nom. Voilà, Kelvin Gastelum. Je vous rappelle que Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum, on a dit, ça passera pas 2 fois, il s'est fait malmener et il est toujours là, il est intouchable. Aujourd'hui, c'est un GOAT dans sa catégorie. Donc voilà, des fois, on sait pas. Donc voilà, faut se poser toutes ces questions. Moi, je vous demande de réfléchir à tout ça et à vous demander si ces questions ne valent pas la peine de savoir le soir même du combat. Ouais, je vous incite à vous lever à 4h du matin. Concernant Nunes, je reconnais que je ne sais pas du tout dans quel état mental elle est. Ses avancements dans sa nouvelle structure et ses choix de carrière semblent l'avoir aidé à aller de l'avant parce que je ne me suis pas trop intéressé à tout ça. J'avoue que je ne suis pas trop intéressé côté, pas vie privée, mais les à côté du combat. Voilà, c'est une catégorie de... C'est aussi une sportive dont je ne m'intéresse pas spécialement à sa vie à côté d'elle, à côté de quand elle est dans la cage, quoi. Donc voilà, je suis intéressé uniquement par l'aspect sportif de cette catégorie. Cela dit, voilà, niveau sportif et niveau spectacle, ça avait beau être d'un faible niveau,
tactique en tout cas, c'était quand même amusant et surprenant à voir un peu ce boxing de rue là qui s'était mis en place. Là, le problème, c'est qu'on a Juliana Pena qui a montré à Amanda Nunes: je peux t'affronter en striking, je peux tenir debout, tu ne me fais plus peur. Donc ça peut aussi changer le game plan d'Amanda Nunes qui peut s'avérer être plus frileux. Le game plan peut être plus frileux, voilà, on va voir. Donc je pense que ça promet un jeu différent, des évolutions de game plan. Et là-dessus, on attend Nunes au virage. Donc est-ce que Peña aura quelque chose de plus adapté que la guerre qu'elle nous a proposée, de la guerre du à toi, à moi? Voilà, on va voir. On a vu que ça s'est passé une fois, elle a eu ce feu, elle a eu foi en elle, elle a même eu la lucidité après ce joyeux bordel de verrouiller une soumission, ou presque, en tout cas ça a suffi. Donc elle a quand même une lucidité, même dans les moments difficiles. Donc il y a quand même des choses à tirer de tout ça. Moi j'ai du mal à me dire que ça puisse passer 2 fois de la même manière. Il faudra un game plan différent. Donc c'est forcément intriguant de se demander laquelle va travailler son intelligence de jeu pour obtenir la victoire, laquelle a suffisamment fait évoluer son game. Je crois que Nunes a sous-estimé Pena et sa capacité à encaisser, car elle a toujours su tirer avantage de sa force quand la technique ne suffisait pas. Elle enclenche et ça passe. Voilà, là, c'est pas passé la dernière fois et ça remet pas tout en cause. Ce qui peut être mis en cause, c'est les changements dans le cas où elle agirait de la même manière. Là, il faudra se dire, là, attention, il y a danger. Je ne sais pas si vous me suivez. Côté statistique, donc c'est très amusant de constater, par exemple, qu'en termes de takedown et de frappes signifiantes, de frappes absorbées, on est sur les mêmes chiffres. C'est un peu même incroyable de se dire ça. Par contre, côté défense de takedown, c'est Nunes qui défend le mieux. C'est des stats qui vont pas trop aider à construire mon argumentaire pour le pronostic. Par contre, j'ai autre chose. Donc, je vais vous présenter mon argumentaire pour mon pronostic. Après Ronda Rousey, elle a eu Shevchenko. Ensuite, elle a eu Cyborg. Ensuite, elle a eu Holly Holmes. Elle était sur une dynamique incroyable. Ensuite, elle a eu Derandami. On a un petit peu rétrogradé en termes de niveau. Et là, il y a un gros changement. C'est-à-dire que là, on n'a pas rétrogradé d'une vitesse, on a rétrogradé de 2 voire 3 vitesses. On est presque au point mort. Felicia Spencer et Megan Anderson. 2 filles qui ne vont pas du tout, sans leur manquer de respect, avec le reste des noms que j'ai donnés juste avant. Moi, j'aimais bien Megan Anderson, mais de là à dire qu'elle pouvait rivaliser avec Amanda Nunes, non, faut pas déconner. Donc, 2 filles qui ont éteint petit à petit l'instinct de tueuse de la lionne. Elle s'est fait chier en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de forcer. On y va avec ce qu'on a, on s'entretient. Et là, on lui colle donc ses filles. Et là, on lui dit, on va remonter un peu le niveau, on va envoyer Juliana Pena. Erreur d'appréciation, game plan pas travaillé, bim. La défaite bizarre. Voilà. Moi, cet argumentaire-là me fait dire que cette fois, elle va combattre de manière intelligente. Elle va prendre le combat au sérieux comme elle l'a fait avant d'affronter Felicia Spencer. Comme elle l'a fait donc pour Rousey, pour Shevchenko, pour Cyborg, pour Holly Holmes et pour Germaine de Randami. Là, elle a perdu et à mon avis, elle va se dire, je peux pas perdre 2 fois. Il faut que je regagne cette ceinture et que je redevienne la GOAT. Voilà. Donc pour moi, c'est une victoire d'Amanda Nunes par TKO dans le 2e round. Après un premier round d'analyse, un peu un premier round où elle va devoir peut-être affronter ses démons. Parce que ce qui s'est passé pour elle lors du premier combat, c'était exceptionnel. C'est pas facile. Donc je pense qu'il y aura un premier round un peu bizarre. Et que dans le 2e round, Amanda Nunes va accélérer et passer le TKO à son adversaire. Voilà. J'en ai terminé avec UFC 277. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires et dites-moi si vous avez changé d'avis sur l'idée que vous aviez de ce pay-per-view. Abonnez-vous, faites tourner, n'oubliez pas le pouce en l'air, ça aide beaucoup. N'oubliez pas que vous avez 20% sur askarifighter.com avec le code MMAClub20. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.